J'ai 48 ans, je m'appelle Sarah. Alors c'est un changement psychique, c'est pas un changement physiologique, mais c'est peut-être lié à la ménopause. J'ai l'impression que j'ai passé toute ma vie à trouver qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas physiquement, mais qui n'allait vraiment pas un petit peu si tu veux, c'est-à-dire que je sais pas, quel que soit mes âges, quel que soit le poids que j'ai fait, et régulièrement je regarde des photos de moi d'il y a 10 ans et je me dis mais j'étais une très jolie fille, j'ai jamais profité de ça dans ma vie, je l'ai jamais su simplement comme je le sais de quelqu'un d'autre, d'une autre nana que je regarde et je me dis quelle belle femme, je le pense très souvent et c'est quelque chose que j'ai traversé la vie pas dans la peau d'une belle femme, c'est dommage. La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles quoi. Allez, venez. C'est parti ? Super. Bonjour Sarah. Bonjour Aude. Je suis ravie que tu m'aies invitée chez toi, dans ton appartement, dans le ciel, pour faire cet enregistrement. On se connaît depuis très longtemps, on est amis depuis, 20 ans. C'est vrai. Mais on se voit pas souvent. Et là, il y avait une occasion de se voir, c'est que tu as sorti un livre qui s'appelle L'énigme de ma vie et que j'ai lu avant de venir et dont on va parler. Avec joie. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es dans la ménopause ? Alors, c'est assez... Je pense que je ne sais pas bien où j'en suis, tout simplement parce que moi, je prends une pilule progestative depuis peu de temps, très paradoxalement. Je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi maintenant, parce que moi, j'ai jamais pris de ma vie la pilule, je la supportais pas. Enfin, c'était tout un problème dans ma vie. La question de la contraception, ça a été un gros sujet. Et donc, très paradoxalement, c'est quand j'ai quand j'ai commencé à finalement ne plus être aux prises avec cette question ardente de faire, ne pas faire un bébé, que j'ai pris une pilule qui, en tout cas, c'est ce que dit la gynéco, lisse les symptômes. Donc, je ne sais pas exactement où j'en suis. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai un peu l'impression que je suis au tout début du processus, mais c'est extrêmement récent et j'en suis pas certaine, surtout autour des bouffées de chaleur. Ça, c'est vraiment le petit symptôme mais je sais pas si si ça m'arrive ou si moi je l'induis tellement, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui me fait peur, la bouffée de chaleur. Alors, j'ai l'impression que dès que j'ai un petit peu chaud, je me dis, ça y est, ça commence. Et puis, en gros, c'est tout pour l'instant. J'ai pas d'autres signes. Voilà. À part, bien sûr, mais ça, c'est pas la ménopause. Mais enfin, ça rentre dans le sujet quand même, tu vois, les signes on va dire, de vieillissement rapide. Ça, c'est quelque chose de très particulier. Rapide ? Rapide, ça veut dire que d'un coup, t'as l'impression que tu te réveilles un matin et que là, la peau, là, elle est ridée, elle n'était pas la veille. Oui, parce qu'elle est froissée le matin, ensuite elle se défroisse. Ah bah merci de me le dire, je ne savais pas. Non mais d'un coup tu te dis ah mince, parce que moi j'ai jamais mis des crèmes pour la peau et tout ça, et d'un coup tu te dis il faut peut-être que j'étudie la question, là il y a un truc, c'est bizarre. Donc ça, voilà, c'est pas des signes de ménopause bien sûr, mais c'est comment dire, il y a un sujet je trouve quand même qui vient à cet âge-là, autour des efforts qu'il faut faire pour entretenir la beauté que tu devais pas faire avant. Bon, voilà, c'est des choses banales. Et toi tu fais quoi ? Pas grand-chose, c'est ça le problème. Qu'est-ce que je fais ? Tu te regardes dans le miroir ce que tu faisais pas avant ? Je me regarde beaucoup moins qu'avant, en fait. C'est drôle ce que tu dis parce qu'il y a, je sais pas, une semaine ou deux, j'ai passé 3-4 jours seule dans un petit appartement qui est limite encore en travaux et donc où il y avait pas de miroir. Et je me suis dit, mais quel bonheur de vivre dans un appartement sans miroir. Et ça m'a donné envie de m'en passer. Alors en fait, quand je reviens ici, c'est impossible de se passer de miroir. Enfin, dès que tu as un rendez-vous, tu te regardes, tu t'apprêtes, tu t'actives, tu machin et tout ça. Mais ça m'a parlé, cette expérience de vivre sans miroir. Justement parce qu'il me semble que tu développes un rapport à toi beaucoup plus tendre, en fait. Beaucoup plus sympa quand tu te regardes pas. Sinon, tu te juges ? Oh ouais. Enfin, je me juge, comment dire, comme beaucoup de filles, je m'imagine comme presque toutes les filles, peut-être une partie des hommes aussi, je sais pas trop, mais
Mais je sais pas comment dire ça. J'ai l'impression que moi, jusqu'ici, ça, c'est peut-être un changement. Alors, c'est un changement psychique, hein, c'est pas un changement physiologique, mais c'est peut-être lié à la ménopause. J'ai l'impression que j'ai passé toute ma vie à trouver qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas physiquement, mais qui n'allait vraiment pas. Pas un petit peu, si tu veux. C'est-à-dire que je sais pas, quels que soient mes âges, quel que soit le poids que j'ai fait, parce que j'ai beaucoup perdu et pris du poids dans ma vie, de plein de manières. J'ai toujours trouvé que ça n'allait pas, que voilà. Et régulièrement, je regarde des photos de moi d'il y a 10 ans et je me dis, mais j'étais une très jolie fille. Hein. J'ai jamais profité de ça dans ma vie. Je l'ai jamais su simplement comme je le sais de quelqu'un d'autre, d'une autre nana que je regarde et je me dis quelle belle femme. Je le pense très souvent, voilà. Et c'est quelque chose que j'ai traversé la vie pas dans la peau d'une belle femme, c'est dommage. Il est encore temps. Récemment, je me dis que justement, peut-être c'est cette expérience de absence de miroir, mais je me dis il y a quelque chose à trouver en soi qui est justement ne pas être dans la question du beau ou du pas beau. Mais en tout cas de la beauté au sens où on le définit, tu vois, esthétiquement pour les filles, hein. La beauté, la minceur, enfin des choses comme ça, j'en sais rien, les rides, les cheveux blancs, pas blancs, enfin tout un ensemble de marqueurs en fait qui sont plutôt ceux de la jeunesse en réalité que de la beauté. Mais c'est vrai que la jeunesse est très belle. Mais j'ai oublié le début de ma phrase. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, je veux dire qu'en ce moment, je me dis pas je vais me trouver belle enfin un jour. Je me dis, ou plutôt je me dis, je commence à comprendre que quand tu te regardes pas dans le miroir, tu commences à te trouver beau, mais comme un animal. C'est-à-dire, tu commences à apprécier d'être comme t'es. T'aimes bien, ton corps, il est là, il te porte, il te fait faire des trucs. Enfin, tu commences à t'aimer tu commences à avoir un genre de gratitude pour ton propre corps, au lieu d'être dans une question sur ton image. Il y a un changement de regard comme ça qui se fait en ce moment sur moi. La beauté n'est plus le sujet, c'est ça que tu nous dis. C'est-à-dire que ça reste la beauté en fait, mais c'est pas la même beauté. Alors c'est pas la fameuse beauté intérieure. Non, j'imaginais pas ça. Mais tu vois, c'est quand on dit, tu vois, n'importe quel animal, en tout cas animal sauvage, tu le vois, sauf peut-être, je sais pas, le blobfish ou je sais pas quoi, n'importe quel animal sauvage, c'est beau. C'est facile de trouver beau un animal, parce qu'il y a une espèce d'intégrité. C'est cette beauté-là. C'est la beauté de quelque chose d'intègre, en fait. Et quand on a ce regard sur soi dans le miroir, où on scrute son œil, son machin, son truc, on se désintègre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un regard. On regarde des parties et non plus le tout. On regarde des parties et on devient complètement impuissant à se saisir de l'intérieur comme un tout. Et du coup, on se désintègre. Et du coup, on fait un effort permanent pour se réintégrer. Alors qu'on est intégré, c'est pas compliqué à voir. Enfin, je suis là. Là. C'est pas si compliqué, en fait. Et je trouve que ça, là, j'apporte cette sagesse, quoi. Que t'avais pas avant. T'as les cheveux bruns, bien bruns. Est-ce que tu les teins ou pas? Ah ouais, mais je les teins depuis longtemps. Enfin, j'ai eu plusieurs périodes avec ça, mais moi, j'ai eu des cheveux blancs très, très tôt. C'est quoi très tôt? J'ai eu, je sais pas, je pense quelques cheveux blancs dès l'âge de probablement 25 ans, je me rappelle pas précisément. Et à un moment, ça s'est accéléré. Mais tôt, ça veut dire, je vais te dire. Je pense que c'est lié aussi à... J'ai perdu mon père, j'avais 31 ans et je crois que j'ai repéré à cette époque que là, tout à coup, il y avait une flambée de cheveux blancs. Je suis restée comme ça longtemps. Et puis, j'envisageais pas de me teindre les cheveux. J'avais un rapport compliqué à ça qui était lié au fait que il y a toute une histoire familiale avec les cheveux blancs. Ma mère se teignait les cheveux. Comme vers la fin de sa vie, elle était très malade. C'est moi qui lui teignais les cheveux. Et quelque part, je lui en voulais de faire ça. J'avais envie de lui dire, mais on s'en fout, perds pas de temps à ça. Enfin, elle était fatiguée, elle pouvait pas le faire, elle voulait que je le fasse. Enfin, elle avait besoin, en fait, de s'accrocher à cette question de la beauté. Et moi, à l'époque, j'étais une jeune ado et je trouvais ça complètement ridicule et qu'il y avait beaucoup plus important. Enfin, voilà. Donc, j'ai gardé longtemps une espèce de colère contre la coquetterie de ce fait-là. Et puis, un jour, j'ai un copain qui m'a dit, je sais pas, un bon copain à moi qui m'a dit pourquoi tu te teins pas les cheveux et tout, c'est con, ça fait vieille, t'es jeune, enfin je sais pas quoi. Et j'ai essayé, puis j'ai trouvé ça chouette. Puis pendant des années je me suis teint les cheveux et puis j'ai arrêté pendant quelques années et puis j'ai recommencé. Je me souviens d'un truc que tu m'avais dit il y a hyper longtemps. Moi j'avais pas encore 30 ans et
tu bossais certainement pour des teintures de cheveux de type L'Oréal, je sais pas quoi. Oui. Donc tu faisais des études de marché. C'est déjà. vrai, j'ai fait une fois une étude là-dessus, ouais. Et tu me disais, en fait, les filles, elles en ont marre. Elles en ont marre de se teindre les cheveux. C'est vraiment chiant à faire pour elles. C'est vraiment un geste. Elles en peuvent plus d'être rentrées dans ce système et de plus pouvoir en sortir. J'ai gardé ça toute ma vie. Mais c'est vrai. Et je me suis dit, il faut pas que je le fasse. Il faut pas que je rentre dans ce système où je vais me retrouver bloquée à devoir me teindre les cheveux en permanence. Donc pour l'instant, je lutte tous les matins. T'as pas besoin, en fait. T'as pas de cheveux blancs. Si, il y en a. Oui, t'en as très très peu. Enfin, je les vois même pas, tu vois, dans la lumière. Donc non, mais la question se pose pas pour toi. Et oui, effectivement, c'est une. En fait, la grande difficulté quand tu fais ça, c'est que surtout quand t'es brune. Quand les blondes, elles s'en tirent mieux, en fait, parce que bon, c'est pas très intéressant, on va pas parler des racines. Si. Non, mais je veux dire, quand t'es blonde, t'as moins cette... Il y a moins de différence de couleur entre ce marquage terrible à la repousse, alors que quand t'es brune, t'as toujours une question autour de quand est-ce que je le fais, c'est chiant, j'attends un petit peu, ah non, là, je suis obligée de le faire, voilà. Et t'as toujours cette question autour de et si j'arrêtais? Mais arrêter, ça veut dire pendant 6 mois, souffrir la repousse, la masquer, enfin c'est compliqué. Je l'ai déjà fait une fois d'arrêter, ça veut dire que tu mets un turban, enfin tu mets ça s'appelle pas un turban, je sais pas comment ça s'appelle. Tu vois le machin qu'on met dans les cheveux quoi pour cacher. Comme inserter un bandeau. Voilà, tu mets des bandeaux ou des trucs parce que t'es obligé de cacher un petit peu la repousse et en même temps tu assumes. Enfin c'est compliqué. Ou tu coupes tes cheveux courts. Hein. C'est un gros passage. Une teinture poivre et sel en attendant que ce soit tes vrais cheveux qui prennent le relais. Ouais, j'ai pas. T'as pas investigué tout ça? Non, non. Mais c'est drôle, j'avais oublié de t'avoir dit ça. C'est vrai qu'à l'époque, peut-être que moi je me teignais pas les cheveux et que je me disais jamais. Ouais, jamais. Et en fait, ben tu vois, tout le temps, toujours. Mais j'ai dédramatisé cette question. Je pense qu'à l'époque aussi, je te dis, cette question de la teinture était pleine comme ça d'émotions non dites, en fait, jamais échangées entre ma mère et moi, autour de la féminité. Et d'ailleurs, en faisant cette étude sur les colorations de cheveux pour les femmes, j'avais fait une autre étude aussi sur les crèmes pour la peau. C'était passionnant. J'ai fait 2 études importantes sur la féminité. Je me suis rendu compte que la plupart des femmes, quand elles faisaient des rituels de soins ou la coloration, enfin toutes ces questions un peu esthétiques autour de la peau et des cheveux, elles étaient en relation, soit de continuité, soit au contraire d'opposition farouche à leur propre mère, souvent en relation directe avec la grand-mère. Enfin, il y avait toujours, en 2 secondes, tu parles de ça et les femmes te parlent de leur mère et de leur grand-mère et ce que c'est que la féminité et c'est de leur lignée et tout ça. Donc c'est un sujet qu'on possède pas, enfin qui est pas entre nos mains à nous toutes seules en tant qu'individu, pas du tout. Je pense. Ouais. Et c'est la même chose pour toi. Qu'est-ce que ta mère t'a légué si on revient sur le sujet de la ménopause? Est-ce que tu en avais parlé avec elle? Est-ce que tu sais à quoi t'attendre par rapport à ta génétique? Alors, ça c'est un sujet compliqué dans mon cas, hélas, parce que moi j'ai perdu ma mère jeune, au sens où moi j'étais jeune et elle l'était aussi, mais pas si jeune que ça, j'avais 18 ans, et elle avait précisément 48 ans, c'est-à-dire l'âge que j'ai maintenant, quand elle est morte. Donc, elle est morte quelque part à l'entrée dans la ménopause, un peu avant. Mais, entre autres choses, dans sa longue maladie qui a abouti à sa mort, il y a eu un moment où elle a, assez tôt, en fait bien plus tôt, pour moi, après c'est le récit que je m'en fais, mais je n'ai plus de repères depuis très longtemps sur la vérité de ce qui s'est passé, mais elle a eu une hystérectomie. Je ne sais pas pour quelle raison. Endométriose ou quoi, j'en sais rien en fait, parce qu'à l'époque, tout ça était très très flou, et puis elle en parlait de manière très cryptée, et j'ai l'impression que c'était qu'elle vivait la maladie comme une punition, enfin il y avait quelque chose d'un peu compliqué et honteux. Donc elle n'en parlait pas beaucoup. Mais je sais qu'elle a eu cette hystérectomie et je sais que elle a vécu quelque chose d'une... J'aime pas le mot castration pour dire ça, tu vois, mais un truc en moins dans ton corps. Une mutilation. Un truc qu'on vit normalement à la ménopause et elle a vécu 10 ans plus tôt de cette manière-là, voilà. Et que donc il y a eu un sujet autour de ça. Mais après, j'ai pas eu le temps de la voir, elle, aborder la ménopause et moi, d'en parler avec elle ou encore moins. Donc comment te dire du coup, c'est une question que je me suis jamais posée. Enfin, je l'appréhende pas avec, à part les bouffées de chaleur parce que je déteste avoir chaud. C'est une espèce de hantise personnelle. Je m'en fiche un peu de la ménopause. J'en pense pas grand-chose. Je me rends compte. Est-ce que tu as peur de prendre du poids? J'en prends. Enfin.
Bon, j'ai pas vraiment peur de prendre du poids de ce fait-là, parce que comme je te dis, moi j'ai beaucoup pris et perdu du poids dans ma vie, et repris. Et du coup, j'ai toujours peur de prendre du poids, ménopause ou pas. Je me dis qu'au moins j'en prendrai pour une raison. Ce sera pas de ma faute, je sais pas. Mais non, pas plus que ça. Pas plus que ça. J'ai pas plus que ça peur de prendre du poids. Est-ce que j'ai peur de quelque chose autour de la ménopause ? Non. J'aime bien, à plein d'égards, j'aime bien vieillir, moi. J'aime bien vieillir. Peut-être assez simplement aussi parce que j'ai perdu ma mère à cet âge-là. Donc, pour moi, une année de plus, c'est une année de gagnée. C'est pas une année de perdue, tu vois. C'est vraiment, elle s'accumule et chaque fois, j'augmente le score, en fait. Donc, je suis heureuse. J'ai beaucoup de gratitude d'arriver à mon âge et des années qui m'attendent s'il m'en attend encore. Voilà. J'aime ces années. C'est les années cadeaux, si tu veux, pour moi. C'est en plus. Surtout à partir de 48 ans, tu penses ? Tu trouves ? Bah, pour moi, personnellement, j'imagine que oui, hein, parce que c'est un grand classique, en fait, quand t'as perdu un parent jeune, en général, il se passe quelque chose pour toi à l'âge que t'atteins et que lui n'a pas atteint. Donc, moi, 48 ans, c'était très pertinent pour moi de ce point de vue-là, c'est sûr. Et c'est sûr qu'il y a un changement, il y a un avant et un après, je le sens bien. Mais donc, comme tu vois, c'est pas lié à la ménopause, hein, c'est lié à autre chose. Ma mère m'a dit ça quand elle a eu 62 ans, elle a dit « C'est l'âge où ma mère est morte, c'est vrai ?» Et je m'en souviens, j'avais 6-7 ans à l'époque, et elle l'a marqué, elle m'a dit ça. Je suis en train de survivre à ma mère. C'est un seuil, je pense que personne n'y échappe, tous ceux qui ont perdu leurs parents un petit peu avant l'heure, on va dire. Personne n'échappe à une question un peu angoissée autour de ce seuil. Est-ce que je suis en train de survivre ? Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas exactement ça, en fait, parce que quand tu perds un parent jeune, tu te vois toi-même comme un survivant dans le mauvais sens du terme tout de suite. C'est-à-dire, il est mort et toi t'es là. Donc tu lui survis de manière assez culpabilisante pour certains d'entre nous. Donc moi. Et après, quand tu arrives à cet âge, où finalement, et que tu le dépasses, en tout cas pour moi, c'est plutôt une libération. C'est plutôt le second temps de survivre, qui est presque un genre de vivre qui t'appartient enfin. Enfin, c'est très étrange, comme si les chemins se détachaient enfin, et que là, maintenant, ce qui commence, c'est ta vie en propre, puisqu'elle n'est pas marquée par le timing d'une autre vie. Il y a un truc comme ça, pour moi, qui est assez bouleversant, en fait. Donc forcément, tu vois, si ma vie démarre, j'ai pas l'impression d'être vieille. Tout va bien. Tu t'appelles Sarah Hirschmuller, c'est ton nom de jeune fille. Tu l'as toujours gardé. C'est vrai. Et j'aimerais savoir pourquoi. Parce que tu n'as pas l'excuse de beaucoup de femmes qui me répondent « J'ai gardé mon nom de jeune fille parce que j'avais déjà marqué ce nom dans l'univers professionnel et j'en avais besoin pour continuer ma vie professionnelle. » Écoute, c'est l'excuse pourtant que moi je me suis donnée au début, mais qui était à moitié fausse, parce que probablement j'ai publié assez tôt quelques traductions de pièces de théâtre sous ce nom-là, et je me suis dit je veux garder ce nom, mais je pense que c'est pas du tout la vraie raison. Bon, il y a une raison très forte, factuelle et marrante, rigolote, qui est que je suis mariée à un homme qui s'appelle Stern et qui a une grande sœur qui s'appelle Sarah. Et donc il y a une Sarah Stern déjà toute proche de moi dans la famille. Donc si j'avais choisi de m'appeler Sarah Stern, on était 2 Sarah Stern, c'était embêtant. Donc c'était une raison assez forte en fait de pas m'identifier comme une Sarah Stern publiquement. Mais en fait la raison plus profonde, parce qu'en réalité, tu vois, c'est vrai que quand je publie des choses, je m'appelle Sarah Hirschmuller, mais dans la vie quotidienne, c'est très fréquent à l'école, tu vois, dans des contextes où c'est plus simple que je me fasse appeler Sarah Stern, Madame Stern, etc. Et en fait, j'ai toujours joué avec les 2 noms. Et alors là, j'en viens à la vraie raison que je connais pas en fait, mais j'imagine que j'imagine qu'il y a des choses un peu simples du style moi j'ai un frère qui a pas eu d'enfant, qui n'en aura pas, donc peut-être que j'ai un attachement à mon nom de famille. J'ai envie qu'il existe. C'est pas seulement une histoire de frère, c'est toute la lignée paternelle comme ça, enfin du côté de mon père. Je suis en train de réfléchir à si je dis des bêtises, mais j'ai l'impression que seules les filles ont fait des enfants, et du coup il y a quelque chose du nom qui s'efface, que les garçons, pour toutes sortes de raisons, n'en font pas, ou voilà. J'espère que je dis pas de bêtises, parce que c'est sans doute faux pour une partie de la cousinade, donc j'espère qu'ils m'en voudront pas, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça, un attachement à ce nom-là pour ça, pour qu'il ne disparaisse pas en fait.
Il y a une autre raison plus profonde, mais là on est loin de la ménopause. Hein. Mais quand même, ça parle du rapport à la mère ou au père. Pendant très longtemps, jusqu'à la mort de mon père, parce que j'ai aussi perdu mon père, hélas, plus tard que ma mère, mais 10 ans plus tard. Pas beaucoup plus tard. Donc assez jeune pour lui. Il avait, lui, pour le coup, 62 ans, et moi j'en avais 30 quand j'ai perdu mon père. Et pendant longtemps, j'avais l'impression que ce nom, Hirschmuller, qui est le nom de mon père, n'était pas mon nom. Que mon vrai nom, c'était le nom de jeune fille de ma mère. J'aurais voulu m'appeler comme elle, Slama. Ça me paraissait être mon nom naturel. Et je voyais pas ce que venait faire ce Hirschmuller-là, alsacien en plus, j'ai rien à voir avec ça. Et puis probablement que tout à coup, à la mort de mon père, je me suis mise à aimer ce nom et à le revendiquer. Tu as écrit ce bouquin, L'énigme de ma vie, parce que tu disais que tu avais fait un chemin de développement personnel et qui t'avait pas apporté ce que tu en attendais. Et quand tu es tombée sur ce philosophe, Luc Biget, t'as eu un coup de foudre, tu t'es dit, mais c'est ça le développement personnel. C'est ça le développement impersonnel, en fait. Hein. C'est vraiment ça l'objet du livre, c'est d'essayer de se demander ce qu'il y a au-delà du développement personnel. C'est-à-dire au-delà, finalement, de la recherche du bonheur dans la vie, avec tous les critères qu'on peut mettre sous ce mot. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça ? Alors, dans le livre, il y a une phrase que j'ai notée. Attends, je te la lis. Nous voyons souvent notre vie comme un espace à remplir. Et en la lisant, je me suis dit que c'était exactement comme ça que je voyais ma propre vie. Et cette façon de l'exprimer m'a parlé. Je trouve que c'est une pensée assez simple, en fait, d'ailleurs qu'on a déjà entendue sous d'autres formes, mais que dit comme ça rentre. Je sais pas trop bien expliquer pourquoi. C'est-à-dire que, en fait, l'idée banale, c'est que, bien sûr, on n'est pas là pour accumuler des choses, qu'on n'emportera rien avec nous dans la mort. Enfin, ça, c'est un peu la manière, je sais pas comment dire, le bas étage de dire cette idée-là. Donc, de dire que, il y a une limite à la notion d'avoir. Il y a un moment dans la vie, on se dit, bon, c'est bon, j'ai déjà, même en termes vraiment triviaux, quoi, de consommation. Il y a un moment dans ta vie, tu dis, c'est bon, j'ai déjà 4 jeans, pourquoi pas 10, 15, 20, les chaussures, les trucs. Donc, tu recules par rapport à cet appétit insatiable d'avoir, en tout cas, des choses matérielles. Puis, à un moment, tu prends conscience que tu as aussi une espèce d'appétit insatiable de connaître. Et ça, c'est très valorisé par notre culture. Alors, on se dit, mais c'est magnifique, c'est noble. Ben oui, connaître, dévore des livres, parcours les bibliothèques, tu vois, des piles de bouquins tout le temps. Eh ben, cette pensée, moi, me fait prendre du recul par rapport à l'appétit de connaître aussi. Alors, j'en suis pas à me passer de bouquins, et je dis pas qu'il le faudrait, pas du tout. Mais tout à coup, tu comprends qu'il y a des tas de dimensions non matérielles dans lesquelles tu es dans une logique d'acquisition aussi. Et que c'est pas la seule logique possible. Que tu peux être dans une logique de dépossession. Par exemple, sur les livres, mais aussi sur le plan même identitaire. Tu vois? Enfin, moi, j'ai passé toute une partie de ma vie à me chercher, entre guillemets, à essayer de comprendre qui j'étais, ce que je voulais, ce que je désirais, qui j'étais au sens strict, parce que je pense que dans ma famille, du côté de ma mère, il y a de lourds secrets de famille, d'où le bouquin de réécriture de l'histoire familiale que j'ai fini par écrire et qui a soldé cette histoire pour moi. Mais voilà, il y a toute une partie de ma vie où il y a la quête identitaire, c'était quelque chose de très fort, et voilà, cette idée que que la vie n'est pas un espace à remplir, elle a fait vaciller en moi cette conviction qu'il faut, qu'il faut trouver qui on est. Aujourd'hui, je suis à peu près convaincue qu'il faut trouver qui on est personne. Je sais pas comment le dire, tu vois. Que là, il y a quelque chose de beaucoup plus excitant qui nous attend. Il y a quelque chose aussi sur l'impact qui va exactement dans le sens que tu es en train de dire là. C'est-à-dire que, et si je le relie à mon activité dans le podcast, je me suis rendu compte que même avoir un impact, c'était déjà de l'ego. Souhaiter avoir un impact sur le monde. Ouais. Et c'était une notion qui n'avait pas à rentrer en ligne de compte, selon la pensée de Luc Biget. Faut pas se poser la question de l'impact de ce que tu fais. Je dis, quoi? Comment c'est possible qu'on me dise non, ne prends pas en compte l'impact? Et je l'ai mis en relation avec la façon dont je travaille ce podcast, je fais ce podcast, c'est-à-dire que j'ai tendance à privilégier le contenu, ce que j'apporte, ce que je crée. Je vois les interviews comme une collection d'interviews qui se répondent et qui forment quelque chose, un chemin transformatif pour ceux qui écoutent et pour celles qui écoutent.
Et je passe plus de temps à m'interroger sur cette collection que sur le fait qu'elle trouve son public. Et les gens me disent, mais alors, t'as combien d'auditeurs? Quand est-ce que tu vas monétiser ton audience? Et moi, je me rends compte que je mets moins d'énergie là-dedans, en tout cas à ce stade, et c'est aussi parce que c'est le début, que juste à me dire, celles qui écoutent, elles y trouveront ce qu'elles auront besoin d'y trouver, et ça me remplit. Ah oui. Mais c'est... ça, c'est une pensée très libératrice je trouve, quand on y accède vraiment, mais c'est pas facile du tout, cette histoire d'impact. C'est vraiment, à mon avis, et pourtant, une fois qu'on est de l'autre côté, on se dit, mais évidemment, c'est merveilleux. Mais cette idée que c'est suspect, entre guillemets, c'est pas suspect moralement, mais que c'était un dévoiement de se préoccuper de combien de personnes je vais toucher, de mon audience, de mon extension, etc. C'est très libérateur, en fait. Moi aussi, il y a une certaine époque, je me suis posé ces questions et de manière assez cruelle. En fait, c'est un tourment intérieur interminable. C'est-à-dire que quand je chantais, je sais pas, quand tu publies un album ou quand tu publies quoi que ce soit, une chanson sur les réseaux sociaux, avec en plus la possibilité de visualiser, les likes, le caractère quantitatif de tout ça, tu te rends vite compte que t'en as jamais assez, et que au début 3 likes, t'es hyper heureux, tu sautes au plafond, et puis 2 mois plus tard 80 likes, ça te paraît complètement nul parce que t'as eu un autre post qui en a eu 150. Alors pourquoi 80, bon, etc. Et cette mesure des choses te fait en permanence monter, descendre comme ça, et tu te détournes. Moi, je t'adoube, je dis, mais fais ça, ne te préoccupe que du contenu, ne te préoccupe que de cette collection, parce que ça, c'est ton inspiration, c'est. Bijé dirait, tu sais, il y a cette métaphore dans le livre, il dit, on est comme un arbre. Les arbres, produisent leurs fruits en quantité, souvent en abondance inutile. Il y en a trop, ça tombe partout, ça ensemence la terre, et ils ne font que ça, et c'est très bien. Et moi, je trouve que c'est une métaphore qui nous parle de nous. C'est-à-dire, il y a un moment où je me dis, on est là pour produire son fruit le plus spécifique, le plus propre, donc chacun son inspiration. Toi, en ce moment, c'est de faire parler les femmes de ce moment très comment on dit, invisibilisé de leur vie, qui est le moment de la ménopause. Et donc de, mettre quelque chose en lumière. Et se libérer de la question de l'impact, c'est mettre toute cette énergie dans la beauté du fruit, tout simplement. Et je suis convaincue, mais archi convaincue. Après, je suis archi convaincue, mais je suis aussi une grosse flemmarde, donc je sais pas, comment dire. Je sais pas jusqu'où il faut aller dans cette logique de pas se battre pour son autopromotion, parce que moi, je suis un peu peut-être sous-équipée de ce point de vue-là. J'ai peut-être même des inhibitions, etc. Donc je dirais pas qu'il faut rien faire, mais alors vraiment pas du tout. Mais je pense qu'il y a une bonne mesure pour chacun et que quand on l'a trouvée, la bonne mesure pour soi de combien on met d'énergie là-dedans ou pas, on est beaucoup plus heureux en fait, beaucoup plus. Je note encore d'autres idées qui m'ont marqué. Alors je crois que c'est une phrase que j'ai lue. Est-ce si avantageux de savoir ce que l'on veut faire de sa vie? Avec l'idée de l'incertitude. C'est une phrase qui m'a beaucoup étonnée. Qu'on puisse se dire que c'était très bien de ne pas savoir ce qu'on voulait faire de sa vie, puisque pour se poser la question de est-ce que c'est tellement avantageux de toujours vouloir savoir mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je veux faire. Et donc en fait se laisser guider par les choses plutôt que de vouloir leur imposer. Lui te dirait, je lui ai posé pas mal de questions sur ce sujet parce que moi aussi ça m'a échappé longtemps en fait. Et je lui ai demandé notamment, je sais pas si c'est écrit dans le bouquin ou si c'est des choses qui relèvent des entretiens qui n'ont pas été publiés, mais je lui ai dit, et si t'avais un fils de je sais pas, de 17 ans, qu'est-ce que tu lui dirais de faire alors? Puisque c'est pas avantageux de savoir quoi faire de sa vie, alors que nous, avec nos enfants, on passe notre temps surtout quand ils sont en âge de choisir des études supérieures, à se demander avec eux qu'est-ce qu'ils veulent faire et pourquoi et comment et voilà, et où trouver sa place, etc. Et lui, il m'a dit, bon, il a pas évoqué cette question d'éducation, etc., mais il m'a dit, si j'avais un fils de 17 ans, je lui dirais, tu lui recommanderais quoi pour développer ce muscle de pas chercher à savoir quoi faire. Et il m'a dit, moi, je lui dirais, prends un sac à dos, mets des vêtements, prends un peu d'argent pour pas être en difficulté, mais pas beaucoup, et fais un tour de France à pied.
Et tu vas voir que tu vas t'en tirer, tu vas voir que tu vas trouver des solutions, tu vas voir que tu vas trouver des gens qui t'hébergent, tu vas trouver des choses, tu vas peut-être bosser un petit peu, mais tu vas t'en tirer, tu vas revenir à la maison, tu auras passé un an, prends un an sabbatique et fais ça, et tu auras, comme il dit, testé la bonté de l'univers, c'est-à-dire tu auras fait l'expérience du fait que non, le monde n'est pas si dangereux, non, le monde ne te rejette pas. Oui, tu as une place naturelle, elle est là. Tu n'as pas besoin de la forger dans une société très étroitement humaine. Voilà ce qu'il dirait. Il m'a pas dit tout ça, hein. Là c'est mes mots, c'est moi qui brode, mais et donc je pense que chez lui cette idée c'est que on est très enfermé par cette nécessité en partie imaginaire de trouver sa place dans le monde social. C'est très simple. Lui il dit notre place elle est dans le monde au sens global. Le monde social c'est un monde étroit. Nous ne sommes pas que des êtres sociaux. Nous sommes d'abord des créatures. On est là comme à l'égal des plantes, des animaux, etc. On est des machins produits par la vie et pas par notre monde social, qui n'est qu'une couche très très fine. Et donc, il recommanderait certainement de travailler tout ce qui en soi peut trouver sa place dans le grand monde et pas dans le petit monde humain uniquement. Il te dirait, va passer 3 jours seul, prends une tente et va passer 3 jours en forêt. Toute seule. Tu vas avoir peur la nuit et tout ça, il va se passer plein de trucs, puis après tu reviendras et tu seras transformé. Il dirait ça, ouais. Voilà, je l'ai pas fait. Hein. Mais je suis très tentée. Tu l'as fait faire à tes fils? Non, je leur ai dit. Je l'ai pas fait faire, mais je leur ai dit ce conseil. Et je les verrais faire avec plaisir et sans trop d'inquiétude, je pense, s'ils le faisaient. Je les laisserais faire, on va dire ça comme ça. J'espère. Parce que ce qu'il explique dans le bouquin, c'est que c'est normal de chercher à comprendre qui on est, ce qu'on est, et s'imposer en tant que jeu quand on grandit et qu'on part de la fusion avec la mère, on va dire, pour simplifier. Mais que finalement, la société dans laquelle on vit va trop loin et que ce jeu prend toute sa place toute la vie et devient une compétition de jeu, et que même avoir une opinion et la défendre, c'est malsain en fait. Il dit même ça, il faudrait pas considérer que parce qu'on a une opinion et qu'on y croit et que c'est une valeur forte pour nous, il faudrait absolument la défendre dans le monde. Oui, mais lui il dit oui. Il dit pas que c'est malsain en soi. Mais il dit comme tu dis que bien sûr il y a des impératifs de construction, que tant que la personne est dans sa construction, elle a besoin de s'identifier à des rôles sociaux. Elle a complètement besoin. Il remet pas ça en cause. Donc il dirait pas à 2 ans pars dans la forêt. Non. Il remet pas en cause la construction dans un monde humain, mais il appelle ça trouver sa note. Sa note, c'est le fruit que tu vas produire, en fait. Donc, il dit qu'il y a un moment, un âge comme ça. Alors, il dit plusieurs choses là-dessus. Il dit d'abord que cette fameuse note, si on veut l'entendre résonner chez quelqu'un, ou si on veut soi-même se poser la question de quand est-ce qu'on l'a entendu pour la première fois, il dit que c'est au début de l'adolescence, vers 14 ans, qu'on a quelque chose comme une conviction autour de ça. Je veux écrire, je veux chanter, j'en sais rien, jardiner. Ça parle pour toi? 14 ans, je veux écrire, je veux chanter? Pour moi, oui. Chanter, non. À l'époque, pas du tout. Et d'ailleurs, je chante plus. Mais oui, moi, je veux écrire. D'ailleurs, j'écris, en fait. Il dit qu'il y a comme ça un âge où il y a une espèce d'explosion de désir pour quelque chose. Et que ça, c'est une référence importante à garder toute la vie comme un point d'ancrage, en fait. Et après, sur la question de quand on est plus grand, oui, mais c'est exactement comme tu le dis. C'est-à-dire que tenir, ensuite, croire que cette note est la bonne, vouloir la faire résonner partout avec des haut-parleurs dans le monde, inonder le monde de sa propre note, d'où la question de pas chercher l'impact, ne pas la chercher activement, c'est conquérant, c'est inutile. Et alors il dirait pas que c'est malsain d'avoir des opinions, sûrement pas, mais il dirait non, de vouloir les défendre envers et contre tout. Il dirait qu'on est là pour les avoir toutes, nous collectivement. Et que d'une certaine manière, on aura fait un grand pas probablement dans l'humanité quand on sera capable de tolérer, pas de tolérer, d'écouter avec passion toutes ces opinions réunies et de les saisir ensemble et de comprendre que ce sont comme c'est comme une forêt, elle produit quelque chose que à soi seul aucun d'entre nous ne peut produire. C'est plutôt ça. Et l'énigme de ma vie, ce titre, c'est toi qui l'as trouvé? Oui. Parce que moi, j'ai, je sais pas, quand j'avais 15 ans, le fameux âge critique, là, j'ai lu une pièce de Musset qui s'appelle Lorenzaccio. Et dedans, il y a un personnage, c'est Lorenzaccio, à un moment, qui répond à je sais plus qui est en train de lui
de vouloir le détourner de son projet d'assassiner le prince. Et qui essaie de le raisonner, de lui dire ça servira à rien. C'est un projet politique, en fait, c'est un projet utopique. Il veut libérer la population du tyran. Et ce Lorenzaccio, et donc il y a un conseiller qui veut le décourager, qui essaie de le ramener à la raison, qui lui dit tu fais un sacrifice vain, ça n'a pas de sens. Et à un moment, et Lorenzaccio lui répond mais que veux-tu que je laisse mourir en silence l'énigme de ma vie. Et cette phrase m'a hantée toute ma vie, en tant que telle. J'ai jamais eu l'intention d'assassiner un tyran. C'est juste cette phrase. Que veux-tu que je laisse mourir en silence l'énigme de ma vie? Voilà. Moi, je suis née avec la conviction qu'il y avait, au-delà de trouver sa place socialement, de trouver son désir, de se réaliser, du bonheur, une énigme. Il y avait quelque chose qu'on était porteur comme ça vraiment d'une promesse métaphysique intense et j'ai toujours eu peur de me tenir à côté de cette promesse en deçà, de la décevoir justement en me rangeant dans la vie, dans le cours normal de la vie, faire ce qu'on fait, travailler, faire des enfants, etc. Et donc la rencontre avec la pensée de Luc a certainement été un moment vraiment important pour moi, au sens où j'ai senti flamber l'énigme de ma vie. Alors ça oui. Donc c'était bien. Voilà. Et c'est aussi le titre parce que quand on a évoqué ce projet de livre, on a cherché, j'ai mis un petit peu de temps à le convaincre que ça avait de l'intérêt de faire ça. Et quand je lui ai parlé de l'énigme de ma vie, il m'a dit ah oui, je vois. Et là, je l'ai embarqué. Ah ouais. Et le mot du mystère, c'est un mot de son vocabulaire ou du tien? Un mot aussi qui revient beaucoup dans le livre. On est le mystère qu'on est pour soi-même. C'est probablement le sien, mais moi je l'assumerai tout à fait. Ça me fait penser à un autre. Je passe ma vie à citer des choses. Je suis vraiment une. J'adore. Ouais, mais alors voilà, dans le genre appétit de connaissance, laisse tomber quoi. Mais dans une pièce de Bernard-Marie Coltès, qui est un auteur sur lequel j'ai travaillé quand j'étais à la fac en maîtrise. J'ai fait une maîtrise sur lui. Il y a un personnage qui dit à un moment, et c'est très beau dans la pièce à ce moment-là, il dit devant le mystère, il convient de s'ouvrir tout entier pour forcer le mystère à se dévoiler à son tour. Voilà. Et ça, ce sera le titre d'un autre livre. Non, mais en tout cas, ça me parle. Je pense qu'il y a un geste comme ça, en fait. Il y a l'idée que si tu te retournes et si tu regardes, si tu considères ta vie respectueusement comme une énigme, et pas comme un espace à remplir ou comme un truc à optimiser ou comme un truc que tu peux rater ou réussir et toutes ces conneries. Si vraiment c'est vraiment une histoire de respect et devant quelque chose qui est de l'ordre d'une transcendance, alors il y a quelque chose d'un mystère qui t'est extérieur qui s'ouvre. Tu vois, c'est un peu la phrase qui est citée dans le livre aussi, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est-à-dire qu'il y a un rapport intime entre la découverte d'une transcendance à l'intérieur de soi et peut-être la découverte d'une transcendance dans le monde. C'est un peu la même idée. Donc le mot de mystère, ouais, j'aime bien. Est-ce qu'on peut parler d'amour? Allez, on va voir. Tu sauras pas tout. Vas-y. J'ai l'impression que l'amour est un sujet aussi qui est rebattu au moment où on approche de la seconde partie de sa vie. En tout cas, on traverse ce moment où on se demande ce qu'il y a devant nous. Et je voudrais savoir un petit peu où tu mets l'amour dans ta vie. Alors, ça c'est vraiment une question. Alors là, quel chapitre, quel énorme dossier, comment te dire, où je mets l'amour dans ma vie. Je pense que, pour le coup, pour moi, je sais pas, comme ça, je dirais que jusqu'ici, et je sens que là, il y a un tournant, l'expérience type de l'amour, c'était l'expérience amoureuse, vraiment, être amoureuse, tu vois. L'amour, le désir, la relation amoureuse. Même si il m'a jamais échappé non plus que, au fond, on avait des relations de nature amoureuse à certains égards à ses amis, amis au sens amitié, à ses amis filles aussi, ou même garçons parfois, sans qu'il y ait la relation amoureuse qui se... J'ai eu des amis très 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 proches homosexuels, donc il y avait toute la relation amoureuse, avec le manque, l'envie de se voir, sans la sexualité, j'ai vécu ça. Enfin, j'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup de formes de l'amour dans la relation en tête-à-tête. Après, et à l'expérience de l'amour des enfants, qui renouvelle un peu tout le sujet, qui est très particulière, puisque là, on est face à des gens qui sont un peu nous et un peu pas nous, donc c'est très très particulier. C'est un intermédiaire pour moi entre
L'amour de l'autre et l'amour de soi, l'amour des enfants, c'est facile, c'est pratique à plein d'égards parce que tu peux y aller, tu peux t'aimer toi-même à travers eux, mais sans scrupule. Enfin, c'est vraiment marrant. Et puis, je pense que l'expérience amoureuse, au sens strict en fait, hein, c'est-à-dire celle entre deux personnes qui se désirent et qui, je pense que c'est un temps un peu, pour moi, un peu irremplaçable en fait. Enfin, il y a une initiation qui se fait là sur ce que c'est que l'amour, là-dedans. Alors pas dans l'expérience du désir ou simplement de la relation, parce que ça tu peux le vivre plein de fois et que ça échoue, mais dans la durée, dans le fait de s'accrocher à ça et de le faire croître dans le temps et de le maintenir complètement vivant et voilà. Et aujourd'hui, c'est la suite. Je sais pas quoi te dire, mais aujourd'hui, ce que je pourrais dire de très personnel, sans entrer trop dans le détail, c'est que je constate avec stupéfaction que je suis comblée amoureusement. J'ai eu assez. Et il y a quelque chose quelque part qui s'arrête. C'est comme si je sortais. Alors c'est peut-être aussi parce que c'est la ménopause et que je me dis ça suffit ou je sais pas quoi ou que je Enfin, je veux dire, c'est peut-être lié assez naturellement à une transformation de soi qui fait que, tu vois, moi, ça fait bien 5 ans que les mecs me mettent plus dans la rue. C'est fini. C'est un truc qui est derrière moi complètement. Et ça, c'est quelque chose qui change beaucoup dans la vie d'une femme. Et d'ailleurs, c'est un grand repos. Enfin, à plein d'égards, c'est super. Mais à certains égards aussi, c'est un moment un peu difficile, ce moment où tu sens que tu es en train de devenir une madame et qu'ils te regardent avec respect. Et c'est tout. T'es une maman, enfin, une vieille maman même. Parce que, il y en a qui se laissent pas arrêter par ça avant. Et donc, je sais plus où je voulais en venir. Ah oui, j'ai l'impression d'avoir eu mais tout quoi. J'ai plus d'attente de ce point de vue-là. J'ai pas une part de moi qui espère obtenir quelque chose, rêve, veut quelque chose que je n'aurais pas eu. Et ça veut pas dire qu'il y a plus de désir, c'est pas ça, mais il y a quelque chose qui est complètement contenté. Et ça, c'est merveilleux. Je suis très impressionnée parce que moi, je serais jamais capable d'arriver là. Je vais toujours être en manque. Mais non, ça dépend de du regard des autres. Ça dépend de ce que tu vas vivre. On ne sait pas. Et puis, ça se trouve, c'est un renoncement. Enfin, je dis pas que c'est bien. Je dis juste, je constate ça. J'aurais jamais cru qu'un jour je me dirais, ça y est, c'est bon, j'ai eu assez. Jamais. Voilà. Mais bon, faut vivre des trucs pour ça. Voilà. Et donc, l'amour maintenant, pour moi, c'est vraiment, comment dire, plus j'avance dans la vie, plus pour moi, c'est comme un genre de discipline. Enfin, tu vois, tu fais l'effort d'aimer. Enfin, c'est pas l'effort, tu apprends à aimer, tu fais ce qu'il faut, comme, je sais pas, comme tu fais le ménage chez toi ou comme tu laves le linge. C'est-à-dire que c'est un mauvais exemple d'ailleurs parce que laver le linge, c'est entretenir un petit stock comme ça de trucs nécessaires. C'est pas ça parce que moi je parle de croissance, mais ou comme tu jardines, on pourrait dire. C'est-à-dire il y a quelque chose à cultiver, mais pas au sens des recettes et de faire des bons plats au mari le soir ou quoi. C'est autre chose. Il y a quelque chose pour moi, pour le coup, il y a quelque chose à briser en soi pour aimer plus tout le temps. Mais briser est un mauvais mot parce qu'on a l'impression que c'est agressif, mais c'est pas ça. Et c'est vraiment mon expérience de l'amour. Casser de l'ego en soi pour être encore plus proche dans ton couple ? Dans mon couple ou ailleurs. Enfin, je veux dire dans toutes les relations où il peut être question d'amour. D'accord. Le couple est pas, à mon avis, mais aussi avec les enfants et aussi avec les amitiés. Avec tout le monde, avec tout le temps, chacun, tout le temps. Et alors, casser de l'ego, c'est mal dit parce que mais c'est plutôt que parfois, moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie d'avoir un moment de lucidité. Je sais pas pourquoi, j'ai eu de la chance, c'est comme une révélation sur le fait, dans une dispute en particulier récurrente dans mon couple, un jour, il se trouve qu'on a dû se quitter en plein cœur d'une de ces disputes récurrentes, et parce que je devais partir 3 jours faire un truc pour le boulot, et donc je me suis retrouvée 3 jours seule, partie en emportant avec moi cette dispute, et à distance, tout à coup, j'ai vu très simplement. J'ai vu pour la première fois quelle huile je jetais sur quel feu. J'ai vu que je pouvais ne pas le faire et que je le faisais. Et c'est mystérieux comme tout parce que j'arrive pas à décrire en quoi c'était une telle révélation, mais c'en était une. J'ai pas arrêté de pleurer pendant 3 jours. Je me suis dit, ça t'arrête, c'est fini. Pourquoi tu fais cette guerre ?
Et t'as vraiment arrêté parce que et c'est j'ai facile de lire. arrêté du jour au lendemain cette guerre-là. C'était un Schtack, comme ça. C'était justement, c'est pour ça que je parle de révélation, c'est-à-dire que c'était un renversement. C'était pas comme au quotidien, on se dit, oh là là, quand même, je sais que là, j'ai déconné. Non, c'est comme si j'avais vu l'épaisseur de nuages narcissiques que je maintenais entre moi et l'autre pour rien. J'ai vu le nuage et j'ai dit, hop, on le vire. Et donc, c'était à la fois très douloureux. C'est bizarre, comme des douleurs de croissance très brutales. J'ai beaucoup pleuré. Et après, quelque chose avait changé. C'est-à-dire que cette dispute n'a plus jamais eu lieu. J'ai arrêté de demander cette chose que je demandais et que l'autre pouvait pas me donner. Tu veux pas dire ce que c'était? Non, je peux pas. Parce que là, pour le coup, ça engage la vie privée de quelqu'un d'autre. Donc non, je peux pas. Mais c'est des choses banales. Hein. Souvent, c'est même des petites choses, tu vois. Ça a toujours à voir avec le fait de trouver que l'autre ne nous donne pas assez de marques d'amour, de ceci, de cela, d'écoute, de trucs, des choses comme ça. Je veux dire, ça peut se loger dans n'importe quoi, cette demande insatiable. Voilà. J'ai une amie, j'espère qu'elle m'en voudra pas de raconter cette anecdote qui la concerne au micro, mais bon, je vais pas la citer, qui a divorcé il y a quelques années de son mari. Et quand elle l'a fait, qu'elle en a parlé à son entourage, elle en a parlé à son père, et son père lui a dit, mais est-ce que tu l'aimes assez? Il faut l'aimer plus. Et elle me raconte aujourd'hui qu'elle a été incapable d'entendre ce que son père avait à lui dire, qu'elle a juste été énervée de pas être soutenue par son père dans un moment où elle lui annonçait que non, c'était fini, il y aurait divorce. Et qu'aujourd'hui, à distance, elle entend cette incapacité qu'elle a eue à un moment à l'aimer. C'est exactement ça. Tu vois, d'ailleurs, ça m'émeut très fort parce que c'est de ça que je parle. C'est de ce moment où j'ai réalisé, je me suis dit, est-ce que tu l'aimes assez? Maintenant. Est-ce que tu l'aimes dans toute ta mesure? Non. Tu gardes une part. Pourquoi? Et moi, ça me bouleverse. Parce que je pense que si on, mais je sais pas ce qui peut enseigner ça à quelqu'un, hein. C'est la maturité, c'est la vie, je sais pas ce que c'est, mais je regrette d'une certaine manière de pas avoir eu plus tôt cette conscience qu'il y avait cette part inemployée que je gardais pour moi, c'est-à-dire pour rien, alors que tu peux toujours aimer plus, en fait. Tu peux aimer plus. Donc, voilà. Donc, ce que j'appelle l'effort d'aimer, c'est vraiment l'effort pour débloquer cette petite part qui est qu'on veut garder pour soi illusoirement alors qu'on n'en fait rien et qu'elle va pourrir dans un coin. Voilà. Mais c'est ça. Mais c'est le malheur enfin, souvent les vieux papas disent ça et les jeunes femmes comprennent pas parce qu'elles sont jeunes. Enfin, ça prend avec la vie, ça. T'es fière de ce parcours avec ton mari parce que vous avez une longévité incroyable. Vous vous êtes connus tôt. Je suis surtout, reconnaissante. Enfin, je suis fière et je suis reconnaissante. Ouais, on s'est connus très tôt. J'avais 17 ans quand je l'ai rencontré. Et on est ensemble aujourd'hui et on est très 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 proches en fait, vraiment très très proches. On s'est rapprochés à l'extrême avec le temps. Là aussi, c'est pour ça que je dis que je suis comblée. Je suis pas entrée dans la vie amoureuse, en tout cas la vie conjugale, avec l'idée que ça c'était possible. C'est-à-dire d'arriver à trouver l'équilibre, le bon équilibre entre la proximité, la distance, le respect des besoins de chacun, etc. Et le truc qui fait qu'à un moment, ça tourne, ça roule, il y a une grande intimité et en même temps, il y a à certains égards une grande distance aussi. C'est les deux. Enfin, quand il y a de l'intimité, elle est entière mais elle n'est pas requise en permanence. Voilà. Sous la forme de moments amoureux ou sous la forme de disputes. Il y a plein d'intimités qui se jouent que dans la forme de la dispute quand on est jeune, tu vois. Et c'est chiant. On passe notre temps à s'engueuler, quoi. C'est absurde. Donc ouais, je suis contente de ça, bien sûr. Je suis très heureuse de ça. Ouais. Mais je trouve que c'est difficile. La vie amoureuse, encore une fois, sous sa forme conjugale, c'est pas mari et femme, je m'en fous, mais c'est le fait d'être un couple, de vivre ensemble, de partager, et encore plus s'il y a des enfants. Je trouve que c'est une aventure vraiment, c'est extraordinaire d'y arriver parce que c'est très très difficile et ça réclame vraiment de jongler avec beaucoup de choses. Voilà.
Et pour peu qu'un des deux partenaires soit un tout petit peu en retard d'une marche par rapport à l'autre sur un certain sujet, ça peut exploser. Enfin, ne pas être possible. C'est un réglage très très fin. Et mais je trouve qu'on demande trop au couple de toute façon. On le met dans des conditions de pression qui sont un petit peu lourdes pour lui. Tu vois. Tu parles du quotidien, d'élever les enfants, de l'école, de tout gérer en même temps. Je parle déjà de l'obligation déjà de concentrer toute ta vie amoureuse sur lui. Ça, c'est un truc, tous les couples se mangent à un moment à la question du désir pour les autres, en l'exclusivité ou pas ou quoi. Et c'est quelque chose qui est... aujourd'hui, c'est beaucoup plus... c'est des questions qui sont beaucoup plus ouvertes qu'avant, mais il y a quand même on vient quand même d'un modèle social qui a bon droit, d'ailleurs, un peu comme les moines, là, qui avaient leur ascétisme. Le couple... La conjugalité, c'est un ascétisme en fait, et souvent on le prescrit d'une manière un petit peu autoritaire, peut-être trop tôt, c'est-à-dire à un âge où les gens sont pas mûrs pour le porter et en comprendre l'intérêt, en porter les fruits. Et donc souvent les couples se cassent les dents sur la question de l'infidélité ou de l'absence de désir ou des choses comme ça. Et donc je sais plus à quoi je répondais. Tu disais qu'on en demandait trop au couple. Oui. On lui demande trop de ce point de vue-là, à mon avis. Il y a quelque chose qui est pas assez, qui est trop raidasse comme ça, trop. Voilà. Comment vous avez résolu ça? Wow. Non, ça ne se résout pas. Comment vous l'avez abordé? En se donnant des libertés mesurées, en négociant, en revenant en arrière, en disant en fait c'est pas possible, je peux pas, je suis trop jalouse, en se battant avec la question, mais en la mettant dans le couple en fait, en se disant on va voir, on va expérimenter, on va faire des pas en arrière, des pas en avant, voilà, en se mettant du même côté par rapport à cette question, je dirais, en essayant de se mettre du même côté, parce qu'en fait c'est une question, comment dire ça, brûlante. On joue pas impunément avec la liberté amoureuse, la jalousie, c'est très très vite explosif en fait. Tu veux dire que ça peut faire des dégâts dans le couple? Ça peut faire des dégâts entre vous? Ouais, je pense que oui. Je pense que là aussi, si c'est un balai comme ça extrêmement où chaque pas compte, et que s'il y en a un qui fait un trop grand pas d'un côté, un pas maladroit, s'il y en a un qui souffre trop et que l'autre ne le rattrape pas, ça peut faire exploser un couple. Ouais. C'est dangereux. Mais ne pas le discuter aussi Mais ne pas le discuter, à mon avis, est encore plus dangereux. Donc voilà, entre deux risques, nous on a choisi celui d'ouvrir la question de notre couple et de l'ouvrir de manière très, je dirais, très ouverte, au sens, on a mis beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait surtout pas fixer des règles, surtout pas, et que les règles du style ça oui, ça non, ça t'as le droit, ça t'as pas le droit, ça nous foutait dedans quoi. C'était le début de la guerre. Là, t'as dit que tu faisais ça, t'as pas fait. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas respecté, t'as pas la notion de règle, de contraint en la matière. Elle durcit tout, et elle durcit la guerre quand il y en a, parce qu'en fait on joue avec des sentiments très profonds et sur lesquels on n'a pas la main. La question de la jalousie, quand tu t'exposes, tu sais pas du tout ce qui va sortir de toi à ce moment-là. Et donc on a mis du temps à comprendre qu'il fallait surtout pas être dans des règles, surtout pas s'appliquer l'un à l'autre les mêmes règles. Être lui il veut tout savoir, moi je veux rien savoir, enfin surtout pas. Et puis surtout être tout lâcher si ça va pas en fait, tu vois. Enfin, c'est-à-dire donner un genre de priorité à vous deux. Mais même ça, c'est une règle et je suis pas très sûre que ce soit vrai. Je sais pas. Non. Oui, c'est encore formulé comme une règle et c'est faux. Ça marche pas comme ça en fait. C'est autre chose. Mais je pense que ce qui permet de prendre ce risque, c'est quand même une conviction très très forte de part et d'autre qu'on va rester ensemble. Que c'est presque inconditionnel. Et si on n'a pas cette foi, à mon avis, c'est très difficile de prendre certains risques. Voilà. Et pourquoi on a cette foi ou pas dans un couple, ça, c'est un grand mystère. Pourquoi un couple arrive à créer cette alliance très très forte, où chacun se sent vraiment lié jusqu'au fond de lui-même. Et ça veut pas dire qu'on peut pas se séparer, hein, mais ça veut dire que vraiment il va falloir attaquer très fort le lien pour qu'on en vienne à l'idée qu'il faut se séparer. C'est très loin. Ça, pourquoi un couple fait ça, je sais pas.
Mais je recommande. Je recommande la promesse d'inconditionnalité, si elle est possible, de part et d'autre. Ouais. Bon, c'est le mariage, hein, en fait. Dans un autre épisode, j'avais parlé de ça avec Odile Béziard parce qu'elle venait de divorcer, elle a rencontré un homme avec lequel c'est formidable, mais tous les deux, comme ils sortaient d'un divorce, ils voulaient pas d'exclusivité sexuelle. Ils voulaient avoir des tonnes de rencontres, même s'ils s'aimaient très fort tous les deux. Et donc, ils ont testé ça, cette non-exclusivité sexuelle, avec des règles qu'ils avaient... elle m'a pas trop détaillé comment ça a marché. Et elle a pu... donc, c'est vraiment pas le sujet que tu abordes, hein, mais j'en parle quand même. Donc, elle a pu aller jusqu'au bout de cette soif de corps, de moments, etc. Si, de multiplicité. C'est entre autres choses le sujet que j'aborde. Hein. Ça fait complètement partie de la question. Oui. Et ce qu'elle dit, c'est qu'au bout d'un moment, elle en avait fait le tour et c'était fini. Elle a refermé la porte, elle est passée à autre chose, et elle est rentrée dans le chamanisme, et elle a retrouvé des choses qui étaient beaucoup plus puissantes pour elle. Et ça s'est arrêté là. Ça a été une période qui a permis d'assouvir quelque chose dont elle avait besoin parce qu'elle sortait d'un divorce et donc d'une exclusivité trop dure, et que même dans l'amour, elle avait besoin de retrouver une pluralité d'expériences sexuelles. Ouais. Mais moi, je crois assez fort, en fait, justement, qu'à un certain âge, quand on est jeune, entre 20 et 30 ans, on ne contient pas le désir sans grand coût, sans grand prix à payer pour la personne, et qu'à l'inverse, il y a bien des choses qui, quand ce sont des désirs authentiques, je parle pas du donjuanisme, je parle pas de toutes sortes de quêtes narcissiques un peu destructrices. Je parle vraiment tu sais, le désir, quoi. Je sais pas. Moi, par exemple, jusqu'à un certain âge, j'avais une espèce c'était proprement, c'est ce qu'on appelle un fantasme, qui d'ailleurs s'est défait quand je suis passée à l'action, en fait. Mais j'avais un désir pour les femmes. J'espérais que ça m'arriverait, mais ça me paraissait très très loin de moi, Et puis donc, à un moment, comme on a ouvert ces questions-là dans notre couple, à un moment, tu vois, c'est devenu possible, et je l'ai vécu, et j'ai adoré ce que j'ai vécu, et le désir m'a complètement lâché. C'était très troublant, ça. Très très troublant. C'est-à-dire il m'a lâché du jour au lendemain, c'était fini, j'avais plus ni ce désir, ni cette question. Ni rien du tout autour des femmes, ni la question autour de l'homosexualité, rien. C'était réglé pour toi. C'était comme une expérience à vivre. Je suis très heureuse d'avoir pu la vivre pas pour être passée à autre chose, c'est faux. Je suis heureuse d'avoir pu la vivre, et je suis heureuse d'avoir fait cette expérience que le désir se modifie avec la manière dont tu le satisfais. Je trouve ça merveilleux de pouvoir, tu vois, vivre le désir et te rendre compte que c'est pas un dieu autoritaire, c'est autre chose que ça. Enfin, t'as d'autres liens à nouer avec la question de ton propre désir quand tu fais l'expérience, par exemple, de ça. Une expérience banale, hein. Les gens qui ont un fantasme qui tombe après avoir être passé à l'acte, c'est rigolo. Ouais. Avant de lancer le podcast, la raison pour laquelle je faisais ça, en plus de creuser le sujet de la ménopause, il y avait aussi la dimension de savoir quelle serait ma vie sexuelle à 80 ans. Je me disais, j'ai 45 ans, c'est canon au lit, mais est-ce que ça va s'arrêter bientôt? Est-ce qu'il faut que j'en profite un maximum aujourd'hui parce que ça va pas durer? Je voudrais savoir si t'as cette même angoisse que moi. Alors moi, non, j'ai pas d'angoisse, mais comme je te dis, je suis particulière là-dessus parce que j'ai pas d'angoisse sur le vieillissement. J'ai un appétit pour les années qui viennent, quelles qu'elles soient, d'une certaine manière. Et peut-être aussi que j'ai pas d'angoisse parce que, aussi, de ce point de vue-là, j'ai l'impression d'avoir eu tout. Parce que je sais pas comment te dire. Ça veut pas dire que je peux plus rien vivre, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'angoisse, c'est-à-dire de cette question un peu inquiète autour de est-ce que je vais vivre ça pleinement? Est-ce que je le vis pleinement? Est-ce que je le vis à moitié? Tu vois, la sexualité. Est-ce qu'il y a quelque chose à vivre au-delà de ce que je vis, etc. Bon, ça, pour toutes sortes de raisons. Moi, je n'ai plus cette angoisse. J'ai l'impression d'avoir, je suis comblée, quoi. Je peux le dire comme ça. C'est comblé. Donc c'est merveilleux parce que du coup, il me reste beaucoup d'années à vivre sans cette angoisse. Après, je trouve ça très mystérieux ce qui nous attend dans cette, on va dire, deuxième partie de vie. Je sais pas du tout. Je sais pas si
comment dire, je sais pas si le désir va rester comme il est, va rester entier. J'imagine que non. J'imagine qu'il subit bien des bouleversements. Mais j'aurais certainement cette angoisse à l'inverse si j'avais le sentiment encore aujourd'hui, et je crois que c'est le cas de bien des femmes pour bien des raisons et de bien des hommes, que j'ai pas vécu tout ce que j'avais à vivre. C'est bizarre de dire ça à 48 ans. Je dis pas que j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre de ce point de vue-là, mais c'est un petit peu comme ça quand même. Non, tu me fais sentir bizarre. Je me dis que c'est moi qui n'ai pas vécu ce que j'avais à vivre à 45 ans. Ouais, mais bon, je pense que c'est assez bizarre de... Enfin, je sais pas comment te dire. Je sais pas. Je sais pas ce que je penserais de ce que je dis là dans 5 ou 10 ans. Je sais pas. Ça se trouve, c'est complètement contextuel et je te dirais tout autre chose et je te dirais, oh là là, j'ai rien vécu. Vite, maintenant, tout de suite. Je peux pas, je suis trop grosse. Je sais pas. Mais en tout cas, oui, moi, j'ai plutôt le sentiment quand même de sortir doucement du monde de la séduction, tout ça. Je pense vraiment que c'est pas parce que j'ai une sagesse innée. Je pense qu'il y a... En fait, voilà, si j'ai une chose à dire que j'assume, c'est que je pense qu'il y a une complétude à atteindre. Et alors, c'est pas en termes sexuels. Je dirais que c'est en termes d'amour, en fait. Et ça contient la question sexuelle. Et c'est, pour moi, très, très étroitement lié. Là, je parle de l'amour qui se vit à travers l'expérience sexuelle, dans la relation. Moi, je pense qu'il y a une complétude qu'on peut atteindre, et que ça, c'est incroyable, et que ça vaut le coup, voilà, d'essayer de l'atteindre. Après, c'est pas garanti qu'on l'atteigne comme toutes les complétudes, hein. Je veux dire, comme la maternité, tu vois, là aussi, est-ce qu'il y a une complétude du lien à ses enfants, une perfection, je sais pas quoi, est-ce qu'on peut l'atteindre ou pas, une complétude sur le plan de la créativité, de la vie professionnelle. Je veux dire, ça s'applique à tous les domaines de la vie, mais quand je dis que je suis étonnée, c'est que j'aurais pas cru qu'on puisse atteindre une complétude dans ce domaine-là. Voilà. C'est bizarre, ça paraît évident qu'il y ait une complétude dans l'amour. En tout cas, qu'on ce soit ça qu'on recherche. Moi, pendant très longtemps, mon expérience de l'amour, c'était que ça abritait toujours un manque quand même. C'était une expérience d'alternance de complétude et de manque et d'incertitude et de c'était quelque chose c'était un combat, je sais pas bien comment dire, tu vois. C'était quelque chose, il y avait toujours une inquiétude de pas avoir eu assez ou de pas avoir fait ce qu'il fallait ou de pas voilà, et je me représentais pas en fait que tu pouvais te dire ça y est, je sais pas comment dire, tu vois, c'est un peu comme quand t'as un enfant, et ben tu te réveilles un matin et tu dis ça y est, je suis une maman, c'est fait, c'est un truc qui est fait. Ben c'est comme si tu pouvais te dire ça y est, je suis, alors je sais pas comment appeler ça, j'ai été je sais pas comment appeler ça, j'ai été une amante, tu vois, j'ai été aimée entièrement. C'est comme un statut presque, c'est très bizarre. Et c'est comme si avant, c'est moi hein, en tout cas, avant, c'est comme si j'étais toujours un peu une jeune fille, enfin tu vois, quelqu'un qui est pas... Et ça dépend pas de ce que tu fais en fait, ça dépend même pas du fait d'être mère, ça dépend pas d'être en couple, c'est autre chose. C'est... Bon, bref, là je me noie, je me perds, je sais plus ce que je dis. Voilà. La question de la transmission, elle est au cœur de ton prochain livre, c'est ça ? Transmission, non pas vraiment. Enfin, mon prochain livre, j'espère qu'il va voir le jour. Enfin, il existe, mais j'espère qu'il sera publié. C'est la question... Alors, mon prochain livre, c'est un roman. Donc déjà, c'est pas une question, c'est vraiment un roman. Ça se lit comme un roman, d'ailleurs. Je l'ai fait lire à quelques amis qui l'ont lu comme un roman. Et c'est J'ai passé pas mal de temps dans ma vie à m'interroger sur les secrets que j'imagine à l'œuvre dans ma famille du côté de ma mère, pour toutes sortes de raisons. J'ai mis beaucoup de temps à préciser ce que je cherchais, mais au bout d'un moment, je me suis dit, il y a eu des mensonges sur les paternités, mais même sur les maternités, à mon avis, dans la famille de ma mère. C'est que mon avis, je n'ai aucune preuve. Je n'ai qu'un énorme faisceau d'indices, mais pas de preuves matérielles. Mais j'ai l'impression, voilà, que peut-être la mère d'une telle n'est pas sa mère, qu'il y a eu des espèces de petits échanges comme ça d'enfants, etc. Ce qui, par ailleurs, dans la Tunisie du début du siècle, se faisait banalement pour des raisons simples et pas scandaleuses forcément.
C'est-à-dire que ça arrivait qu'on ait un enfant en trop, on n'en veut pas, on le donne à la famille qui n'en a pas et ça se passe très bien. Je veux dire, c'était banal de s'échanger des enfants et sans en faire tout un plat, mais dans mon cas particulier, je pense que c'est plutôt lié à des scandales, à des grossesses qui auraient pas dû avoir lieu, à des unions, voilà. Bref, j'ai cherché, j'ai fouillé les archives, j'ai fait tout un travail en psychogénéalogie et à un moment, j'ai vu que j'arriverais pas plus loin sur le plan de la recherche généalogique, que j'aurais pas plus de preuves en fait, que j'allais pas pouvoir faire craquer la vérité, tu vois, me rendre justice. Et donc, je me suis dit c'est pas grave, je vais écrire l'histoire telle que moi je l'imagine, la vraie histoire, et pas l'histoire officielle qui est celle qu'on m'a servie en fait, que je crois fausse. Et donc ça a donné un roman qui se passe en Tunisie au début du siècle et qui couvre 3-4 générations de femmes jusqu'à moi. C'est génial de réinventer son histoire. Enfin, c'est pas tu l'inventes, c'est tu la reposes, tu écris la vérité. Tu sais en fait qui va être la nouvelle vérité. Tu sais bien que c'est pas la vérité, c'est une fiction, tu le sais, et en même temps tu te dis c'est toujours plus la vérité, même si c'est complètement romanesque que ce qu'on m'a raconté. Donc c'est une drôle d'expérience. Ça m'a beaucoup plu de le faire, beaucoup. J'ai écrit ça sur longtemps, hein. C'était un long travail et j'ai dû dépasser pas mal d'inquiétudes aussi dans le fait de le faire, enfin, notamment parce qu'il y a un enjeu de révélation. Alors là, pour le coup, spectaculaire, puisque c'est de la fiction, je dis ce que je veux, mais de révélation de ce qui s'appelle un secret de famille. Un secret de famille, c'est, tu le casses pas comme ça, quoi. Il y a beaucoup de culpabilité à ouvrir, en fait, pour t'autoriser à le faire. Mais bon, dans mon cas, j'ai pas trop de choix et j'ai envie de dire, c'est assez fastoche parce que presque tout le monde est mort. Donc, il y a eu un moment où je me suis dit, tu vois, soit tu te tais sur ce sujet, soit tu dis ce que tu veux. Ils avaient qu'à être là s'ils voulaient s'opposer. Tu fais ça pour tes fils? Non, je pense que vraiment, je me suis jamais posé la question, mais quand tu me poses la question, c'est évident. Pas du tout. Je pense qu'ils s'en fichent. Ils s'en fichent pas. C'est bête de dire ça, mais c'est des fils, quoi. Enfin, je ressens. C'est pas des filles, tu veux dire? Ouais. Ça veut pas dire que je les sens pas complètement proches de moi ou je sais pas quoi, mais je le fais pas pour eux. Je le fais vraiment pour moi et pour ma mère et pour toute cette lignée de femmes. Je le fais vraiment pour elles, comme si j'avais besoin de dire, je sais pas très bien ce que vous vous êtes reproché et ce qui a motivé tout ce mystère, mais c'était pas si honteux, c'était pas si grave, c'était beau à certains égards. Il y a pas de quoi verrouiller, torturer une famille entière parce que une jeune femme a eu un enfant avant le mariage. Non, j'avais un peu envie aussi de raconter la romance de ça. Il n'y a pas que de la romance, il y a beaucoup d'inceste aussi dans l'histoire, c'est assez dark. Mais voilà, j'avais un peu envie de magnifier ça, quoi, de réparer, là, pour le coup, une mémoire de honte, tu vois, attachée à ça. C'est pour ça que je l'ai fait. Je l'ai fait parce que ma mère m'avait dit une fois, j'aurais tellement voulu écrire, j'avais tellement de choses à dire, mais je ne peux pas, ça ferait trop de mal. Une fois, elle m'a dit ça. Donc, je suis restée un peu comme ça, j'ai traversé la vie avec cette idée qu'il y avait quelque chose à dire. Qu'est-ce que c'est qui pourrait faire trop de mal? Mais qu'il fallait le dire, en fait. C'était quoi? Bon, voilà, j'ai dit quelque chose. Après. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 2 fils? Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre ou de ne pas leur transmettre? Il y a une question que je pose à tous mes invités, c'est qu'est-ce que tu ne veux pas transmettre à ta fille? Ouais, j'adore cette question. J'adore quand tu la poses. Et à toi de l'utiliser comme tu veux. Donc je peux pas répondre. J'aime bien cette question parce que je pense qu'elle me fait fantasmer sur qu'est-ce que j'aurais dit à ma fille, tu vois. J'aurais adoré avoir une fille. Mais concernant mes fils, ce que je veux surtout pas leur transmettre, bien sûr, hein, déjà c'est c'est ce climat de secret, de non-dit, de honte, de stress social dans lequel moi j'ai grandi à certains égards. Donc ça, j'ai vraiment eu très très à cœur qu'ils aient honte de rien du tout. Ça me paraît vraiment très important en fait qu'ils avancent comme ça dans la vie avec l'idée que ils sont là pour être quelqu'un, et être quelqu'un, ça va en grande partie échapper à tous les formatages que je leur aurais fait subir légitimement. Voilà, j'ai envie de transmettre ça, c'est-à-dire ce que j'appelle légitimement, c'est le fait de les pousser dans un certain sens, de leur, je sais pas comment dire, de
Moi, par exemple, c'est un grand mystère, mais moi, mes deux fils, je les ai conduits à faire une bar mitzvah, parce que je suis de culture juive, pas très pratiquante. Ça a été un gros débat avec moi-même, parce que plus j'avance dans la vie, plus cette dimension-là de mon identité spirituelle, j'ai envie de dire, s'éloigne de moi. Plus moins je m'identifie à elle en propre. Ça devient comme un territoire spirituel parmi plein d'autres où je puise ce que je veux. Et pourtant, j'ai fait ce qui était un gros effort pour moi, de les conduire à, tu vois, aller au Talmud Torah, apprendre l'hébreu, nanana, les conduire jusqu'à la bar mitzvah, dans une synagogue libérale, parce que voilà, j'aurais pas pu tellement m'identifier à quelque chose de trop orthodoxe, c'est sûr. Mais en étant moi-même déjà très très en porte-à-faux par rapport à tout ça, mais je me disais, bon, je me dis encore aujourd'hui, ça se trouve, t'es juste une femme juive et donc t'y peux rien. Voilà, l'injonction de transmission, tu y obéis et tu discutes pas, et c'est ça que t'as fait en vrai, profondément. C'est-à-dire que je pense que j'ai pas eu beaucoup de liberté par rapport à ça, parce que cette injonction est tellement forte en fait dans cette culture. Mais par ailleurs, je me suis dit, j'assume tout à fait de les mettre comme ça dans un moule où il est question un moule social, j'ai envie de dire, où il est question de transcendance, de Dieu, de trucs, d'une langue un peu bizarre et tout ce que tu veux, tout en leur disant de l'autre côté, t'en sors comme tu veux. Pour moi, t'en sors comme tu veux. Tu vois. Pour moi, si t'as envie je sais pas, t'as envie si un jour t'as un fils, t'as envie de pas le circoncire, tu le circoncis pas. Surtout. C'est-à-dire, tu es spirituellement entièrement libre. Mais il me semble que pour l'être, c'est pas mal d'avoir une belle prison, quoi. Belle, de bonne qualité. T'as bien, quoi, tu vois, qu'il y a des siècles et tout derrière elle. Voilà. C'est un peu comme ça que je le vois. Voilà la transmission, selon moi. Il se passe beaucoup de choses dans la société actuellement. Je sais pas si tu suis un petit peu les mouvements féministes d'aujourd'hui et comment tu les regardes. C'est difficile de passer à côté à notre époque, enfin, tu vois. Avec aussi MeToo quand même qui a fait pas mal d'éclat, avec enfin je veux dire, c'est difficile de pas être interrogé par la question féministe quand on est une femme aujourd'hui, franchement. Donc après, comment te dire, comme je t'ai dit, moi j'ai assez peu d'opinion. Enfin, c'est pas un thème qui m'occupe comme un objet de réflexion personnel, mais parce que d'une certaine manière, assez tôt dans ma vie, j'ai fait un pas de côté par rapport à la question politique, pas au sens où je trouve que ça vaut pas le coup, que c'est pas intéressant ou je sais pas quoi, mais au sens où je trouve que c'est très difficile d'avoir le bon rapport à cette question, tu vois, des mouvements politiques, des opinions, de ce qui est bien, de ce qui est mal, etc. Et que c'est très difficile d'avoir toute cette agitation quand ça n'est pas en relation avec un pouvoir, voilà. Et donc comme notre pouvoir politique, en gros, c'est de voter une fois tous les 7 ans, un peu plus si on fait les... Il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui ne va pas en termes de... Voilà. Je dirais pas ça si j'étais, je sais pas, une femme entrepreneur, si j'avais une association, enfin... Mais moi, je n'ai pas cette position de pouvoir dans ma vie qui me permet de mettre en pratique autrement que dans ce que j'enseigne à mes enfants ou en écrivant des livres, des idées autour de ça. Donc, j'ai pas beaucoup d'idées, j'ai pas construit quelque chose. Je trouve que, comme ça, mes grandes idées, c'est très simple, hein, elles sont banales. Je pense que moi, je pense que c'est très, très urgent que le monde se féminise, à outrance, je dirais. À certains égards, vu d'assez loin, je trouve que tous ces mouvements, parce que ça participe d'une vague comme ça, tu vois, de déferlement de pouvoir féminin. Je trouve ça hyper important, et on est loin d'en avoir trop, et voilà. Et moi, je trouve que ça, c'est mon intuition. Le monde est beaucoup trop... enfin, tout le monde a soif, quoi, de féminité, à plein d'égards. Et les femmes, elles sont super. Hein. C'est des horreurs aussi à plein d'égards, mais je veux dire, voilà, c'est pas elles qui... Bon, bref, je vais dire des banalités là-dessus, mais on voit très bien que la violence sociale est assez peu du côté des femmes, en fait. Que la grosse violence qui fait mal, enfin, qui pose des problèmes partout, voilà, elle est beaucoup du côté des hommes. Ce qui veut pas dire qu'ils en soient responsables, d'ailleurs. C'est un système. Mais quand je dis que le monde a besoin de féminité, c'est que les hommes aussi ont besoin de cette féminité et d'une moindre maltraitance
de leur rapport à la virilité. Après, dans le détail, tu vois, moi je suis pas très fan de tout ce qui est un petit peu revendicateur, justement, de tout ce qui revendique le pouvoir, mais c'est parce que c'est ma posture. Donc, je suis pas très fan du côté on n'a pas besoin de vous, on en a rien à foutre, tout ça. Même si je pense que c'est vrai. Je pense que les hommes ont du souci à se faire. Je pense que les femmes n'ont pas besoin d'eux. Enfin, elles n'ont pas besoin d'eux sur le plan à plein d'égards. Elles ont assez peu besoin des hommes. Personnellement, je le pense. Mais par contre, il n'y a pas que le besoin. Enfin, tu vois, elles ont beaucoup à perdre à ne pas se confronter avec l'homme dans leur vie. Mais c'est pas de l'ordre du besoin pour moi, c'est autre chose. C'est une opportunité de croissance fantastique. Mais l'homme en tant que patriarche, ouais, bye. Je sais pas. Enfin, c'est pas. Mais ce que tu dis, tu l'as toujours pensé ? Ouais. J'ai pas des pensées très aiguës sur ce sujet, comme tu vois. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé par le passé ? Qu'est-ce que je pense aujourd'hui ? Je pense des choses comme ça, un peu de loin, un peu vagues. Et oui, je l'ai toujours pensé. Moi, j'ai toujours désiré les hommes, donc je me suis jamais dit t'as pas besoin d'eux. C'est pas une question de besoin. C'est vraiment une question de désir. C'est une positivité. Je veux dire, j'aime l'énergie masculine. Enfin, hein. Mais après, oui, j'ai toujours pensé et je l'ai pensé encore plus à certains égards dans l'expérience de couple, en tout cas au début, etc., que les hommes sont super chiants, quoi, et qu'ils ont du souci à se faire, parce que oui, les femmes peuvent facilement se passer d'eux dans plein de dimensions de la vie. Enfin, moi, je trouve ça très crédible qu'on traverse une phase où les femmes vivent entre elles, tu vois, il y a beaucoup de mamans solo qui ont tout à fait avantage à vivre avec des femmes plutôt qu'avec des hommes, indépendamment de la question amoureuse, pour partager les soins, les enfants, le truc. Enfin, sur un plan pragmatique, les hommes sont beaucoup déboulés pour les femmes, ouais, je le crois. Mais après, moi je dis ça, tu vois, je vis avec un homme. Comment dire ? Moi, je sais pas si j'aurais pas du tout eu la même vie si j'étais pas avec un homme dont je suis à moitié quand même dépendante financièrement. Tu vois, j'ai jamais eu de question autour de mon autonomie. Je m'en fous, mais c'est aussi parce que je me sens très très libre de ce point de vue-là dans mon couple, donc la question se pose pas. Il y a des tas de questions que je crois que je me suis pas posées aussi parce que j'ai pas eu à les vivre dans leur dureté, comme le divorce, tu vois, la question de l'indépendance économique, j'ai pas eu à la vivre. Moi, je suis avec quelqu'un avec qui on a fait un conjoint dès le début et où c'est toujours été une question transparente, en fait. On s'est jamais posé la question de qui ramène le fric, donc j'ai pas souffert de ça dans ma vie propre. Moi, j'ai jamais imaginé que le monde pouvait tourner sans les hommes. Vraiment, je dis ça parce que j'en prends conscience aujourd'hui, que c'était je le pensais sans avoir à le dire, quoi. C'était une telle évidence pour moi. J'ai vécu avec un modèle parental qui était l'homme patriarche à tous les égards, qui décide de tout pour tout le monde dans la famille, mais vraiment. Ouais. Et ma mère qui m'a dit récemment, quand elle allait pas bien du tout et que du coup on échangeait plus, qui me disait mais en fait j'ai vécu la vie de ton père. Ah ouais, ouais. Et c'est la vie qu'elle a vécue. Ouais. Elle a pas vécu pour elle, pas un instant. Et donc moi j'ai vu une femme qui vit la vie de son mari. C'était le modèle que j'avais sous les yeux quand j'ai grandi. Et donc, je l'ai jamais remis en question et j'ai jamais compris qu'en fait, c'était plutôt une exception quand même, ce que j'ai vécu. À ce point-là, c'était plutôt une exception. Ça dépend dans quel pays. Ben, tu as raison, mais il y a des tas de traditions et de cultures où c'est pas du tout une exception, c'est la règle et même encore beaucoup plus. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que moi, j'ai pas vécu ça. J'ai grandi dans une famille avec une femme forte, en fait, où t'as plutôt le sentiment que c'est elle, en fait, qui occupe cette place. La place du pouvoir, c'était plutôt ma mère, en fait. Du coup, voilà, je suis pas venue au monde avec une tension sur ce sujet-là. Et du coup, j'accepte tout à fait mon rôle de femme soumise, puisque j'ai aucune tension, ça me pose pas de problème. Non, mais voilà, mais c'est intéressant comme question. Je pense pas du tout que les femmes puissent se passer des hommes ou construire un monde sans hommes. Enfin, je pense que ce serait vraiment très dommage et que ça n'a même aucun sens, en fait, tout simplement. Je pense qu'on est aimantés, les hommes et les femmes. C'est pas pour rien, c'est la vie qui parle. Enfin, nous, on peut faire ce qu'on veut culturellement et traficoter pendant 20 ans. Un truc, mais en vrai, cette aimantation est beaucoup plus forte que nous, donc on se coltinera les uns aux autres tout le temps, à mon avis. Je crois pas du tout à un monde où... Mais je pense vraiment sincèrement que il est temps que les hommes remettent le pouvoir aux femmes un peu. C'est vraiment, ils en ont besoin, et nous aussi. Enfin, ouais, je le pense. J'aimerais voir ça. Je trouverais ça fantastique. Ce serait un très grand bienfait. Tu vois, qu'on entre dans une ère de féminisation générale du pouvoir, des valeurs, de tout. Merci Sarah, c'était super. Je t'en prie. Qu'est-ce que je retiens de tout ça ?
D'abord, j'ai adoré ce que tu m'as dit sur le livre, la prolongation de ce que j'ai ressenti à la lecture, de l'entendre dans ta bouche. J'ai trouvé que c'était encore mieux. Je trouve que c'est super de t'entendre raconter comment tu as vu l'écriture de ce livre, parce que finalement, il est écrit comme si c'était Luc qui parlait, et là maintenant c'est toi qui parles. Donc c'était bien ça. Et je trouve que tu as une justesse sur les sujets de l'amour, des choses que tu as sorties sur le moment. Je t'ai juste laissé parler pour pas interrompre. Et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qu'elle dit Des fulgurances en masse. C'est ça. Ouais, écoute, tant mieux, je suis ravie. Je suis ravie. En tout cas, moi j'adore l'expérience aussi parce que ça paraît pas comme ça, mais je réfléchis pas du tout toute seule. Et du coup, c'est super de faire l'expérience de réfléchir parce que tu me poses des questions, parce que je ne pourrais pas inventer toute seule tout ce que je te dis là. C'est vraiment au contact de questions et dans un contexte comme ça, où peut-être j'ai l'impression fausse d'ailleurs de m'adresser à des femmes. C'est stupide. J'espère que des hommes écoutent cette émission aussi. Il y en a, ils sont cachés. Ils se cachent. Dans des petits trous de souris, ils ont l'impression de regarder comme ça. Super, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Instagram, et me laisser des commentaires et des étoiles. Si vous avez une invitée à me suggérer pour un prochain épisode, écrivez-moi. À très vite.